Dans le monde impitoyable du show-business, il existe des amitiés, et puis il y a ce qui unissait Diana Ross et Michael Jackson. Leur histoire a commencé alors qu'il n'était qu'un petit garçon, nerveux et silencieux, en quête désespérée d'un point d'ancrage, de quelque chose de solide auquel se raccrocher. Pendant des décennies, elle est restée silencieuse. Elle n'a jamais expliqué pourquoi il la suivait avec une dévotion aussi absolue, ni pourquoi il avait un jour déclaré qu'elle était pour lui à la fois une mère, une sœur et une amante. Elle n'a rien précisé lorsqu'il a inscrit son nom dans son testament, pas plus qu'elle n'a commenté lorsqu'il a soudainement cessé de lui parler après son mariage. Mais aujourd'hui, à un âge avancé, elle parle enfin. Pas pour les caméras, ni pour faire les gros titres, mais avec des mots qui révèlent la vérité de ce qui s'est réellement passé entre eux, des tout débuts chez Motown à quelque chose d'infiniment plus profond. Nous sommes en 1969. Michael Jackson n'a que 9 ans lorsqu'il rencontre Diana Ross pour la toute première fois. À cette époque, il est le plus jeune membre des Jackson 5, un groupe familial émerge originaire de Gary, dans l'Indiana, qui vient tout juste d'être signé sur le label Motown Records. Diana, elle, est déjà une superstar incontestée. Ayant quitté les Suprêmes pour entamer une carrière solo fulgurante, elle est l'une des figures les plus puissantes et les plus glamour de Motown, mais aussi une proche confidente du fondateur du label, le légendaire Berry Gordy. Techniquement, c'est bien Gordy qui a signé les Jackson 5 après avoir visionné une bande d'audition envoyée par le chanteur Bobby Taylor. Pourtant, Michael racontera souvent une autre version de l'histoire, une version bien plus romanesque, celle où c'est Diana Ross elle-même qui les aurait découverts. Ce récit, bien qu'inexact sur le plan factuel, fut utilisé de manière très stratégique par Motown pour la promotion du groupe. Le label n'hésita d'ailleurs pas à sortir le tout premier album des Jackson 5 sous le titre évocateur Diana Ross présente Jackson 5, afin de capitaliser pleinement sur sa renommée immense. Mais pour Michael, ce n'était pas qu'une simple tactique marketing, c'était sa vérité intime. À ses yeux, Diana ne faisait pas que le présenter au monde, elle le sauvait littéralement de l'anonymat et de l'invisibilité. Elle était celle qui lui avait tendu la main pour le faire entrer dans la lumière. Leur lien, unique et fusionnel, se forma à une vitesse vertigineuse. Lorsque la famille Jackson s'installa à Los Angeles pour poursuivre sa carrière, Michael séjourna très fréquemment chez Diana, dans sa somptueuse maison des collines d'Hollywood. Lors de ces séjours, le jeune garçon ne se contentait pas de se détendre ou de jouer. Il observait. Avec une attention minutieuse, il absorbait tout. Diana Ross était bien plus qu'une mentor pour lui. Elle était un modèle vivant, une incarnation parfaite de tout ce à quoi il aspirait secrètement devenir. Il étudiait son sens du détail maniaque, sa façon de répéter chaque mouvement, chaque pas de danse jusqu'à la perfection, ses réponses toujours élégantes en interview, et même la manière dont elle réglait elle-même la lumière et les angles sur les plateaux de tournage pour être toujours mise en valeur. Bien des années plus tard, Michael confiera que Diana lui avait patiemment appris à sourire face à la caméra, à occuper l'espace d'une scène avec une présence royale, et plus que tout, à se comporter comme une véritable star, avec cette grâce et cette autorité naturelle. En 1971, alors qu'il continue de se produire avec ses frères, Michael entame sa carrière solo. Et sa toute première prestation télévisée en solo n'a pas lieu dans une émission des Jackson 5, mais bien dans Diana, le spécial prime time de Diana Ross. Ce soir-là, il y interprète Got to Be There et danse avec une assurance stupéfiante pour son jeune âge. Mais ce que le public ne voit pas, c'est tout le travail en coulisses. Diana l'a préparé avec une douceur et une attention toute maternelle, le coachant, le rassurant, le poussant à donner le meilleur de lui-même. La même année, lors d'interviews, elle décrit Michael comme un fils ou un petit frère pour elle. « Il m'admire tellement », confie-t-elle, « alors j'essaie d'être le meilleur exemple possible. » La presse adore cette belle image, celle de la diva étincelante guidant avec bienveillance le jeune prodige timide vers les feux de la rampe. Mais derrière les portes closes, l'intensité des sentiments de Michael dépasse de très loin la simple admiration. Il la suit avec la ferveur de quelqu'un qui éprouve bien plus que de la gratitude. Il mémorise ses gestes, sa façon de parler, l'intonation de sa voix, et même la manière très particulière dont elle tourne la tête sur scène pour créer un effet dramatique. Au fil des années, ce lien si particulier devient de plus en plus visible pour ceux qui savent regarder. Son frère Jermaine Jackson déclarera d'ailleurs plus tard que Michael vénérait littéralement Diana et la voyait comme bien plus qu'un simple membre de sa famille.
Là où le public et les médias croyaient voir une relation fraternelle et pure, ceux qui connaissaient intimement Michael percevaient quelque chose de beaucoup plus complexe, une nuance riche et subtile qui restait non dite. Pourtant, à cette époque, il n'y eut ni controverse, ni spéculation publique tapageuse. Juste une connexion discrète, constante et indéfectible entre deux artistes uniques. L'une, déjà solidement établie au sommet de sa gloire, et l'autre, tout juste à l'aube étincelante de la sienne. Ce qu'ils partageaient n'avait rien de scandaleux, mais était profondément, intensément personnel. Et même à ce stade précoce, les bases de quelque chose d'exceptionnel étaient déjà posées. Un lien qui allait s'étendre sur plusieurs décennies, bousculer toutes les définitions conventionnelles, et finir par alimenter l'une des relations les plus mystérieuses et les plus chuchotées de toute l'histoire de la musique moderne. Cette relation prit une nouvelle dimension en 1978, lorsque Michael Jackson endossa le rôle de l'épouvantail dans The Wiz, une comédie musicale grandiose qui réimaginait Le Magicien d'Oz avec une distribution intégralement afro-américaine. Ce fut son premier vrai rôle principal au cinéma et sa première expérience de jeu face à la caméra aux côtés de Diana Ross elle-même, qui incarnait Dorothy. Si ce projet représentait pour Michael une opportunité en or d'explorer le métier d'acteur et de s'émanciper une bonne fois pour toutes de l'ombre des Jackson 5, une autre motivation, bien plus personnelle que professionnelle, le tirait irrésistiblement vers ce tournage, la présence de Diana elle-même. À cette époque, Diana Ross n'était déjà plus simplement la reine de Motown. Elle était une icône du cinéma et une force incontournable à Hollywood. Ce n'était plus simplement une mentor ou une idole. Diana Ross était devenue une figure centrale, essentielle, presque vitale dans la vie de Michael Jackson. Et pour la première fois, ils allaient vivre une expérience unique. Travailler ensemble au quotidien, sur une longue période, loin des projecteurs éclatants et des studios aseptisés. Cette fois, il ne s'agissait plus de se croiser en coulisses ou d'échanger quelques mots avant un duo sur scène. Non, c'était bien plus profond que ça. Ils allaient partager une routine intime, privée, pendant plusieurs mois, loin des regards indiscrets. Lors du tournage du film à New York, Michael a fait un choix qui en a surpris plus d'un. Au lieu de descendre dans un hôtel de luxe comme à son habitude, il a loué un appartement. Et à la stupéfaction générale de l'équipe, Diana Ross a fait le même choix. Elle a emménagé avec lui. Imaginez la scène, pas de manager, pas d'assistant personnel, pas de garde du corps ou de caméra. Juste deux. Seuls. Derrière une porte close, dans un cocon new-yorkais, loin du tumulte de leur vie respective. Évidemment, ce qui s'est véritablement passé dans cet appartement n'a jamais été rendu public. Ni Diana ni Michael n'ont jamais vraiment levé le voile sur ces mois de vie commune en interview. Ils ont gardé ce secret précieusement, comme un trésor trop fragile pour être partagé. Mais les gens proches de la production ont tous remarqué un changement, une énergie différente entre eux. Des membres de l'équipe technique racontaient les voir arriver et repartir du tournage ensemble, toujours côte à côte. Ils dînaient ensemble et surtout, ils s'engageaient dans de longues conversations après la fin des prises, comme absorbés l'un par l'autre. Et il y avait ces petits détails, ces indices qui ne trompaient personne. Diana ne l'appelait plus Michael, elle l'appelait bébé. Et lui qui était si timide, si réservé d'habitude, paraissait incroyablement détendu, apaisé en sa présence. Les spéculations ont commencé à circuler doucement en coulisses. Les maquilleurs, les techniciens, les assistants, beaucoup sentaient qu'il se passait quelque chose de plus profond qu'un simple partenariat professionnel. Pourtant, personne n'abordait le sujet directement. L'atmosphère entre eux était intime, mais jamais ostentatoire. Ce n'était pas une romance mise en scène pour les paparazzis. C'était authentique, privé, précieux. Pour Michael, cette période fut profondément décisive. Il venait tout juste d'avoir 20 ans. Il n'était plus tout à fait un garçon, mais pas encore tout à fait un homme non plus. Il était en pleine transition, cherchant désespérément à se défaire de l'image de l'enfant star des Jackson 5 pour se construire en tant qu'artiste solo. Et en Diana Ross, il a trouvé bien plus qu'un guide, une ancre, une stabilité émotionnelle. Elle avait déjà parcouru le chemin sinueux sur lequel il s'engageait. Elle comprenait les pièges, les doutes, le poids de la gloire. Leur lien dépassait de très loin le simple réconfort émotionnel. Pendant les moments de pause, Michael partageait avec Diana des démos inédites, des maquettes encore brutes qui allaient bien plus tard devenir les morceaux iconiques de son premier véritable album solo phare, Off the Wall. Elle écoutait, attentivement,
avec bienveillance, et lui donnait son avis, l'aidait à peaufiner une mélodie, à ajuster des paroles. Ces séances de travail informelles n'avaient rien de meeting professionnel. C'étaient des moments de pure vulnérabilité, de confiance absolue. Il faisait confiance à son instinct d'artiste chevronné, et plus encore, à son cœur. Les proches de Michael ont noté un changement subtil mais fondamental en lui. Il devenait plus introspectif, plus mature. Il souriait peut-être un peu moins face aux objectifs de la presse, mais il paraissait infiniment plus serein, plus ancré, en privé. Un ancien assistant a même confié bien plus tard que c'était la première fois qu'on le voyait aimer quelqu'un sans avoir à jouer un rôle, sans filtre ni calcul. Diana, fidèle à elle-même, n'a jamais répondu aux rumeurs qui commençaient à murmurer. Michael non plus. Mais leur silence commun en disait bien plus long qu'un démenti public. Il protégeait quelque chose que seul comprenait parfaitement, quelque chose qu'il savait être inexplicable pour le monde extérieur. Il n'y a jamais eu de photos volées, de clichés furtifs divulgués aux tabloïds. Aucune confession orchestrée dans la presse people. Juste des souvenirs, intimes et précieux, et un lien qui n'avait nul besoin d'être nommé ou étiqueté pour être profondément réel. Puis 1981. Michael Jackson, à peine sorti de l'adolescence, était sur le point de devenir l'artiste le plus célèbre de la planète. Il venait tout juste de terminer l'enregistrement de Thriller, l'album qui allait littéralement redéfinir les frontières de la pop music, pulvériser tous les records de vente et faire de lui une icône culturelle absolue. Le petit garçon qui se tenait autrefois timidement dans l'ombre de Diana Ross était désormais sous le feu des projecteurs, traçant sa propre route, immense. Mais il était toujours hanté par une vérité intime qu'il n'avait jamais osé prononcer, un secret enfoui au plus profond de lui. Et puis, un jour, lors d'une interview pour le magazine Ebony cette même année, tout a basculé. Le journaliste, s'attendant aux réponses prudentes et protocolaires habituelles de Michael, lui a posé une question en apparence simple, presque anodine, « Qui est la femme idéale pour vous ?» Et là, contre toute attente, Michael n'a pas réfléchi. Il n'a pas esquivé. Il a regardé droit dans l'enregistreur, avec une sincérité déconcertante, et a dit clairement, distinctement, « C'est Diana Ross. Je l'aime. » Un silence lourd s'est installé. Le journaliste a d'abord cru à une plaisanterie, une boutade. Mais Michael ne souriait pas. Son visage était grave, sérieux. Il a même ajouté, insistant, que s'il pouvait épouser n'importe qui au monde, ce serait elle. À ce moment-là, Michael avait 24 ans. Diana Ross en avait 38. Elle était déjà mère de famille et avait divorcé 2 fois. L'écart d'âge et le poids émotionnel brut derrière ces paroles ont stupéfié plus d'un observateur. Mais Michael, lui, s'en moquait éperdument. Il avait gardé ses sentiments enfouis en lui pendant des années, et il venait enfin de les libérer, comme une confession nécessaire. La déclaration a fait l'effet d'une bombe et a rapidement fait le tour des médias. Certains y ont vu les restes d'une admiration adolescente un peu naïve, d'autres une stratégie publicitaire bien rodée. Mais ceux qui le connaissaient vraiment, personnellement, savaient. Ils savaient que c'était profondément sincère. Michael était notoirement et viscéralement discret sur sa vie privée, sur ses émotions. Qu'il choisisse de se livrer ainsi, aussi publiquement, ne pouvait signifier qu'une seule chose. Ses sentiments étaient profonds, anciens, et absolument réels. Diana Ross, comme à son habitude, est restée silencieuse. Elle n'a jamais commenté cette déclaration publiquement. Elle ne l'a jamais confirmée, mais elle ne l'a jamais démentie non plus. Et, chose curieuse, la presse ne l'a pas vraiment relancée sur le sujet, comme s'il existait un accord tacite, une forme de respect pour cet aveu fragile. Ce que Michael avait partagé était trop précieux, trop intime, pour être exposé sans ménagement au grand jour. Cependant, les langues finirent par se délier. Jermaine Jackson, le frère aîné de Michael, confirma plus tard ce que beaucoup soupçonnaient déjà. Michael aimait Diana depuis des années, et allait même jusqu'à la considérer comme sa petite amie dans l'intimité de leur cercle familial. Il raconta que Michael devenait visiblement jaloux chaque fois qu'elle apparaissait au bras d'un autre homme, sans chercher à dissimuler son trouble. C'était un sentiment si fort, si présent, qu'il ne pouvait le cacher. Puis, en 1985, arriva l'annonce qui allait tout changer. Diana Ross officialisa ses fiançailles avec Aren Næss Jr. Un magnate norvégien du transport maritime. Ils se marièrent la même année, lors d'une cérémonie intime en Suisse, réservée à la famille et à quelques proches.
Michael Jackson n'y fut pas convié. Et il ne vint pas. Il n'envoya aucun cadeau, aucun message de félicitations. Son absence était éloquente, pesante. Lorsqu'on l'interrogea sur les raisons de ce silence, il répondit avec une franchise qui fit mal. « J'étais jaloux parce que j'ai toujours aimé Diana Ross et je l'aimerai toujours. » Dans les semaines qui suivirent, Michael se retira du monde. Ses proches observèrent un changement en lui, subtil mais profond. L'homme qui donnait habituellement interview sur interview se tut. Il annula des séances en studio, évita les projecteurs, un comportement rare pour celui qui semblait fait pour briller. Le perfectionniste infatigable, l'artiste toujours en mouvement, était devenu silencieux, introverti, presque inaccessible. Le public, lui, continuait de voir une superstar au sommet de sa gloire, invincible et rayonnante. Mais en coulisses, se cachait un jeune homme de 27 ans confronté à la douleur sourde d'un amour non partagé. Ce n'était pas un scandale, pas un drame médiatique, juste la prise de conscience douloureuse que la femme qu'il admirait, qu'il idéalisait, et peut-être même attendait, allait désormais appeler un autre homme son mari. Personne, bien sûr, ne blâma Diana. Elle avait parfaitement le droit de vivre sa vie, de faire ses choix, de suivre son propre chemin. Mais pour Michael, la souffrance ne venait pas de la perte en elle-même. Elle venait du fait qu'il continuait de l'aimer, tout en sachant, au fond de lui, qu'elle ne serait jamais à lui. À partir de ce moment, Michael changea. Il ne parla plus jamais d'amour en public. Il ne mentionna plus Diana Ross dans aucune interview, ni comme ami, ni comme collègue, même lorsqu'on l'interrogeait directement sur elle. Un silence volontaire, presque stratégique. Mais ceux qui l'entouraient de près savaient une chose. Dans ces moments de vulnérabilité, quand il se repliait sur lui-même, c'était toujours à elle qu'il pensait en premier. Et c'est là que la musique parle. Quand Michael Jackson sort Dirty Diana, en 1987, le grand public y voit instantanément le portrait d'une femme séductrice, audacieuse, dangereuse. Mais le choix du prénom Diana n'est pas anodin. Pour ceux qui suivaient Michael depuis ses débuts, cette chanson n'était pas qu'un simple morceau, c'était un signal, un message codé. Pendant des années, Michael nia que Dirty Diana visait qui que ce soit en particulier. Il expliqua que le personnage était fictif, une représentation de ces femmes qui gravitent autour des célébrités pour les manipuler. Mais le calendrier, lui, a intrigué plus d'un observateur. Le copyright de la chanson a été déposé le jour exact du mariage de Diana Ross avec Arne Ness Jr. Cette coïncidence était trop parfaite, trop précise, pour être ignorée. Selon ses proches, et notamment son frère Jermaine, la chanson exprimait une douleur longtemps contenue. Non pas de la colère envers Diana elle-même, mais la frustration d'une perte personnelle qu'il ne pouvait traduire en mots. Quelques années plus tard, en 1991, Michael sort Remember a Time. Le ton, cette fois, change radicalement. Là où Dirty Diana brûlait de tension et de désir, Remember a Time est douce, nostalgique, presque tendre. Et cette fois, Michael ne nie rien. Selon plusieurs amis et collaborateurs, la chanson est un hommage discret à un amour qui n'a jamais vu le jour. Un souvenir précieux, mais impossible à revivre. Dans le clip, Michael incarne un homme dans un palais de l'Égypte ancienne, tentant de séduire une reine lointaine et toute puissante. La femme n'a pas de nom. Mais pour ceux qui connaissaient Michael, l'inspiration était limpide. Jermaine Jackson a publiquement déclaré que Michael avait écrit cette chanson pour Diana Ross, et cela faisait parfaitement sens. Les paroles ne sont pas amères. Elles ne reprochent rien. Elles posent simplement une question. Do you remember? Est-ce que tu t'en souviens? Aucune réponse n'était attendue. Le simple fait de poser la question suffisait. Ces deux chansons expriment des émotions opposées, l'une, une colère née du désir frustré, l'autre, un regret doux amer. Mais toutes deux pointent vers la même femme, Diana. À ce stade de sa vie, la musique était devenue le seul langage que Michael osait encore utiliser pour dire ce qu'il ne pouvait exprimer à voix haute. Il ne déclara plus jamais son amour publiquement, il n'évoqua plus leur relation. Mais chaque note, chaque mot, portait en lui une émotion qu'il ne pouvait vivre au grand jour. Pour quiconque a un jour aimé quelqu'un de loin, quelqu'un qu'il ne pouvait jamais vraiment avoir, la musique devient souvent le seul refuge où cet amour peut exister sans contrainte. Et pour Michael, la musique fut sa dernière lettre d'amour, celle que personne ne pouvait lui interdire d'écrire. Le testament,
le sanctuaire de ses sentiments les plus vrais. Et puis, il y a eu ce qu'elle a finalement avoué. En 2002, Michael Jackson met à jour son testament. Parmi les clauses juridiques et les dispositions patrimoniales, une mention particulière, brève mais lourde de sens, vient sceller des décennies de silence et de non-dit. Et au milieu de toutes ces dispositions concernant son héritage, un détail a surgi, un détail si inattendu qu'il a immédiatement captivé l'attention de tous. Michael Jackson avait tout prévu. Si, pour une raison quelconque, sa mère bien-aimée, Catherine Jackson, venait à ne plus pouvoir s'occuper de ses enfants, la personne qu'il désignait expressément pour devenir leur tutrice légale n'était ni un ami proche de longue date, ni l'un de ses frères et sœurs de confiance, ni même Debbie Rowe, la mère de 2 de ses enfants. Non. La personne qu'il choisissait était Diana Ross. Pour ceux qui connaissaient vraiment l'intimité de Michael, ce choix n'avait rien de surprenant. Il portait envers elle une confiance absolue, profonde, inébranlable. Il lui faisait confiance non seulement pour garder ses secrets les plus sombres, mais aussi pour incarner et perpétuer les valeurs qui étaient au cœur de son existence. Diana Ross avait ceci de remarquable, elle ne l'avait jamais trahi. Jamais elle n'avait évoqué leurs moments privés dans les médias. Jamais elle n'avait utilisé son nom pour se mettre en avant ou attirer les projecteurs sur elle. Leur lien existait hors des caméras, dans un espace de discrétion mutuelle et de respect total. C'est précisément pour cette raison qu'il lui a confié l'une des responsabilités les plus intimes et les plus sacrées qui soient. La garde de ses enfants, les êtres qu'il chérissait plus que tout au monde. Lorsque Michael nous a quittés en 2009, le chagrin fut planétaire. Et Diana Ross, elle, a publié une déclaration très brève, épurée, à l'image de leur relation. Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. C'est trop soudain et choquant. Mon cœur souffre. Je prie pour ses enfants et sa famille. Point final. Elle n'est pas passée à la télévision pour en parler. Elle n'a accordé aucune interview fleuve. Elle n'était même pas physiquement présente lors de ses funérailles. Mais son nom, figé dans son testament, disait tout. Il disait tout ce qui devait être dit, sans un mot de plus. Quelques années après sa mort, un autre détail poignant a refait surface, cette fois-ci par l'intermédiaire d'anciens employés du ranch de Neverland. Ils ont raconté qu'il existait une petite pièce, soigneusement cachée du public, que Michael avait aménagée et où il avait accroché des photos de Diana Ross. C'était un espace calme, entièrement privé, sans la moindre indication. Certains parmi le personnel appelaient tout simplement cet endroit « la salle Diana ». Ce n'était pas un sanctuaire au sens strict, pas un lieu de culte, mais plutôt un recoin secret où il conservait précieusement un fragment de cette vie qu'il n'avait jamais vraiment pu avoir, une connexion pure et préservée. En 2025, Diana Ross a fêté ses 81 ans. Elle est restée une femme discrète, parlant rarement à la presse et préservant jalousement son intimité. Mais un après-midi, lors d'une conversation paisible en famille, elle a finalement lâché quelque chose qu'elle gardait pour elle depuis plus de 5 ans. Michael m'aimait, a-t-elle confié, m'aimait d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer. Elle l'a dit sans larmes, sans drame, avec une simplicité et une honnêteté bouleversantes. Quelqu'un lui a alors demandé doucement, « Et vous, est-ce que vous l'avez aimé en retour ?» Elle a marqué une pause, baissant les yeux vers sa tasse de thé comme pour y puiser un peu de courage, puis a répondu calmement, « J'ai eu une immense tendresse pour Michael, avec tout ce qu'une personne peut donner à une autre. Mais l'aimer comme lui m'aimait? Je ne vais pas mentir là-dessus. » Elle n'en a pas dit plus. Ce n'était pas nécessaire. Cette seule phrase suffisait à confirmer que ce sentiment avait été parfaitement réel, profondément réel, mais qu'il n'avait jamais été autorisé à devenir quelque chose d'officiel, de public, de convenu. Elle comprenait parfaitement que si elle avait rendu cet amour dans sa totalité, avec la même intensité, cela aurait pu briser l'équilibre fragile qui existait entre eux, cet équilibre si précieux fait d'admiration mutuelle et d'affection protectrice. Il m'a donné un type d'amour que je n'étais pas sûre de pouvoir porter, a-t-elle avoué. Et parce qu'elle savait exactement à quel point cet amour comptait pour lui, elle a délibérément choisi de maintenir une certaine distance, non par indifférence, mais pour justement ne pas le blesser en laissant des promesses s'envoler qu'elle ne pourrait peut-être pas tenir. Quand on remonte le fil de leur histoire, depuis leur toute première rencontre jusqu'à leur cohabitation pendant la période des Jackson 5, en passant par ses confessions publiques, son absence à son mariage, les chansons aux messages codés, les dispositions testamentaires et cette pièce silencieuse à Neverland, tout prend soudainement un sens cristallin. Ce n'était pas une romance ordinaire, ce n'était pas non plus un simple conte de fées.
C'était un lien qui a traversé toute une vie, toujours présent, rarement affiché, jamais totalement reconnu au grand jour, mais absolument indélébile.